Alors, comment fait-on pour cartographier un paysage que personne d'autre ne peut voir? C'est un peu ça, le défi d'une évaluation psychiatrique. Aujourd'hui, on va justement lever le voile sur ce processus qui est souvent assez mal compris pour découvrir comment les professionnels de la santé mentale s'y prennent pour naviguer dans les complexités de l'esprit humain. Et c'est bien ça, toute la question. Il s'agit de réussir à traduire un mal-être qui est profond, une douleur qui ne se voit pas, en un langage qui permette de comprendre et surtout d'aider. C'est bien sûr un exercice d'écoute, d'empathie, mais c'est aussi un véritable partenariat entre le clinicien et la personne. C'est un chemin qu'on fait ensemble, vers la compréhension. Alors, voici le programme. On va commencer par les fondations, c'est-à-dire l'entretien, avant d'aller explorer la structure de la personnalité. Ensuite, on se penchera sur 3 grands types de syndromes, l'anxiété, les troubles de l'humeur et la psychose. On va vraiment procéder comme avec un entonnoir, en partant du plus général pour aller vers le plus spécifique. Ça va nous permettre d'y voir beaucoup plus clair. Bon, tout commence par là. Mais attention, un entretien psychiatrique, ce n'est pas du tout un interrogatoire. C'est un moment d'échange, un moment où l'écoute active et l'observation sont les outils principaux. Il ne s'agit pas seulement d'entendre les mots, mais aussi et surtout de comprendre tout ce qui n'est pas dit, les silences, les gestes, le langage du corps. Tout ça, ça raconte une histoire. En général, ce processus se déroule en 3 grands temps. D'abord, et c'est la base, il faut créer un climat de confiance. Sans cette fondation, tout le reste est fragile. Ensuite vient cette phase d'observation très fine. Et enfin, ce qu'on appelle l'anamnèse, c'est le moment où le clinicien recueille l'histoire de vie de la personne. C'est un peu comme assembler 8 pièces d'un puzzle pour enfin réussir à voir l'image dans son ensemble. Et là, attention, il y a un point crucial. Pour que cet échange soit vraiment valable, 3 conditions sont absolument non négociables. Imaginez que vous voulez accorder un instrument de musique très délicat. Il faut un environnement calme et stable pour que ça marche. Eh bien, c'est pareil ici. L'esprit doit être clair. La personne doit être parfaitement consciente, pas dans un état de confusion et pas sous l'influence de substances. Ok, une fois que toutes ces informations ont été recueillies, comment on les organise? On commence par s'intéresser à ce qu'on appelle la structure de la personnalité. Pour bien comprendre, il faut voir la personnalité comme l'architecture de base d'un bâtiment. C'est cette architecture qui va déterminer comment le bâtiment réagit aux intempéries, au stress, et comment il interagit avec tout ce qui l'entoure. Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que ces traits, ce ne sont pas des maladies en soi. Ce sont des manières d'être au monde. En réalité, on a tous, à des degrés divers, des facettes de ces différentes personnalités. Le véritable point de bascule clinique, c'est quand ces traits deviennent tellement rigides, tellement envahissants, qu'ils finissent par générer une vraie souffrance ou une incapacité à fonctionner normalement au quotidien. Allez, on entre maintenant dans la première grande famille de troubles. La caractéristique commune, ici, c'est que la personne est douloureusement consciente de ce qui lui arrive. Elle sent bien que quelque chose ne va pas, elle le reconnaît même comme anormal, mais elle se sent complètement dépassée, submergée. On est sur le territoire de l'anxiété. Ici, le concept clé, c'est celui d'égodystonie. C'est ce conflit intérieur qui est absolument déchirant. Pour prendre une image, c'est un peu comme être le passager d'une voiture qui fonce dans la mauvaise direction. On voit la sortie de route qui arrive, on hurle à l'intérieur de soi, mais impossible de prendre le volant. C'est cette conscience de l'anomalie, combinée à l'impuissance, qui est la source d'une très grande souffrance. Ça, c'est une illustration parfaite d'un des troubles anxieux les plus connus. L'obsession, c'est la pensée parasite qui s'impose. Par exemple, est-ce que j'ai bien fermé la porte? Cette pensée tourne en boucle et crée une angoisse insupportable. La compulsion, c'est le rituel qu'on effectue pour tenter d'apaiser cette angoisse. Aller vérifier la porte, encore et encore. L'un est le poison, l'autre est l'antidote. Un antidote qui, au final, devient lui-même un problème. Et oui, l'anxiété, ça peut vraiment prendre plein de visages différents. On a les attaques de panique, ces vagues de terreur absolument subites, les phobies, où la peur se fixe sur un objet ou une situation bien précise, et puis il y a la conversion, ce phénomène fascinant et complexe, où l'esprit, sous un stress extrême, peut littéralement produire des symptômes physiques. C'est un rappel très puissant du lien qui existe entre notre santé mentale et notre santé physique. Maintenant, on change de dimension. On va parler de l'humeur, ou pour utiliser le terme technique, la thymie. Ici, la souffrance, elle s'organise autour d'un axe, avec 2 pôles radicalement opposés qui vont affecter l'énergie, les pensées et toute la perception du monde. Là, le contraste est vraiment saisissant. D'un côté, on a le pôle dépressif, tout est ralenti, tout est éteint, tout semble sans couleur. Et de l'autre, le pôle maniaque, tout est accéléré, intense, parfois même euphorique. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas toujours un interrupteur on-off. Ces états peuvent varier énormément en intensité, ce qui crée un large spectre d'expériences, et c'est pour ça que l'évaluation est si importante.
On aborde maintenant la dernière grande catégorie, et c'est sans doute la plus stigmatisée. Il s'agit des situations où il se produit une rupture avec la réalité partagée, une sorte de perte de contact avec le réel tel que la majorité d'entre nous le perçoit. Le symptôme central de la psychose, c'est le délire. Et il est fondamental de comprendre que ce n'est pas juste se tromper. Si on pense qu'on est mardi alors qu'on est mercredi, il suffit de regarder un calendrier pour se corriger. Un délire, c'est une conviction qui est absolue, inébranlable. Aucune preuve extérieure ne peut la faire bouger, parce que pour la personne, c'est sa réalité. Alors, face à un délire, le travail du clinicien, ce n'est pas de juger, mais de le cartographier avec méthode. Quel est le thème principal? Comment est-ce qu'il s'est construit? Est-ce qu'il a une logique interne? Et à quel point la personne y croit-elle? Cette analyse très structurée est indispensable pour comprendre ce qui se passe et pour poser un diagnostic précis. Pour simplifier, on peut distinguer deux grands mécanismes. Imaginez un ordinateur. Dans la schizophrénie, c'est comme si le système d'exploitation lui-même était défaillant. Les processus de base de la pensée sont fragmentés. Dans la paranoïa, le système d'exploitation fonctionne parfaitement. La logique est même implacable. Mais il exécute un programme qui est basé sur une donnée de départ complètement fausse, l'idée délirante. Au bout de ce parcours, s'il y a bien une chose à retenir, c'est la suivante. Le but de l'examen psychiatrique, ce n'est jamais de poser une étiquette pour juger ou pour exclure quelqu'un. Non, c'est une démarche rigoureuse qui vise à comprendre le plus intimement possible la souffrance d'une personne pour pouvoir construire avec elle le chemin vers un soin qui soit adapté et humain. Finalement, tout ce processus, toute cette analyse, ça n'a qu'un seul but, permettre une meilleure appréhension de ces réalités qui sont complexes. Parce que cette compréhension, c'est sans doute le premier pas indispensable pour déconstruire les préjugés et offrir, tous ensemble, un soutien qui soit plus juste et plus efficace.